Bonjour à tous. Présentation donnée dans le cadre d'un séminaire commun entre la SFR Confluence et la SFR Mathsic de l'Université d'Angers, intitulé Pourquoi l'apprentissage machine n'est pas l'apprentissage humain. Alors, posée comme ça, la question semble évidente, hein, clairement. Là, on a une coupe d'un d'un cerveau. À droite, on a le schéma des algorithmes d'apprentissage machine les plus en vue actuellement à base de traitement du langage naturel, les transformers. Et donc, il n'y a aucune raison pour que par design, ces deux structures puissent finalement coïncider. Alors, toutefois, la question, on va le voir, est légitime, même si d'un point de vue du fonctionnement, c'est radicalement différent. Cette confusion entre apprentissage machine et apprentissage humain, eh bien, elle est à la racine de l'apprentissage machine qui se nourrit d'une forme de bio-inspiration. On peut définir l'apprentissage machine comme un sous-ensemble de l'IA. C'est une technologie qui vise à apprendre aux machines à résoudre des tâches complexes pour des humains à partir de données et à s'améliorer avec l'expérience plutôt que d'être explicitement programmés pour le faire. Et pour ce faire, les informaticiens ont vraiment utilisé toute une vaste diversité d'outils, par exemple des algorithmes dits génétiques, inspirés de la manière dont les mutations génétiques opèrent pour faire de l'optimisation dans un espace complexe par une part d'aléatoire dans cette optimisation au sein d'un espace en grande dimension, ou encore les stratégies des insectes, des colonies de fourmis, pour justement coloniser un espace alors qu'ils partent au départ dans l'inconnu pour savoir où vont être les ressources ici étant liées par exemple à la solution d'un problème, ou encore les fameux réseaux de neurones qui sont là aussi clairement bio-inspirés des modèles élémentaires de fonctionnement d'un neurone qui va être un corps cellulaire qui va être relié par des synapses à d'autres cellules du même type et qui va transmettre l'information sous une forme électrique. Donc on le voit, il y a un petit supplément d'âme en fait qui est reconnu par cette communauté informatique quand il y a un rapport à la bio-inspiration. Et ceci, quel qu'en soit le coût, comme quoi qu'il en coûte, comme disent certains, quoi qu'il en coûte en termes de complexité du modèle, quoi qu'il en coûte en termes de coût calculatoire, on le sait, par exemple, les réseaux de neurones à base de transformers actuellement sont très coûteux et leur industrialisation a été lancée sans même finalement questionner sous forme d'un go-no-go, puisque malgré leur efficacité à produire du texte d'une certaine manière, leur coût énergétique n'est pas mis dans la balance dans la manière de les juger avant leur mise sous une forme de production industrielle, par exemple. Donc on a bien un effet de quoi qu'il en coûte, et avec un petit supplément d'âme si c'est bien inspiré. On peut noter que c'est vraiment très différent de la manière de la relation à la nature que peuvent avoir par exemple les physiciens, qui vont essayer de comprendre la nature avec un minimum de paramètres. Donc c'est cet aspect minimaliste à l'épure qui caractérise le lien entre la physique et la nature, alors que pour les informaticiens, c'est une source d'inspiration, et ensuite finalement, whatever works. Effectivement. Alors, est-ce que cette déclaration, d'où je tire finalement cette déclaration, on peut la lire dans le papier fondateur d'Alan Turing de 1950, intitulé qui pose la question, pardon, Can machine think? Est-ce que les machines peuvent penser? Et qui, pour répondre à cette question, va se prêter à une comparaison entre la performance d'une machine et la performance d'un humain. Et d'ailleurs, intéressant de voir que l'interface auquel il pense pour faire cette comparaison est clairement celle du prompt de ChatGPT ou des modèles de langage avec des formes de questions-réponses sous forme de texte. On trouve également ces traces de bio-inspiration ou de comparaison entre humains et machines dans des méthodes d'apprentissage ou d'extraction automatique d'informations, ici de la vision par ordinateur, bien avant la vague
des réseaux de neurones. Donc ici, vous avez à gauche la manière dont nos yeux regardent une scène quand on enregistre avec un système d'eye tracking, donc de suivi du regard, une scène, et suivant la question qui est posée. Donc, par exemple, ici, on demande à quelqu'un, donne-moi l'âge des personnes qui sont dans la scène, notre œil va automatiquement venir identifier les visages et ensuite va venir scruter, passer beaucoup plus de temps sur les visages que sur le reste des pixels. Plutôt qu'une vision machinique, mécanique, qui regarderait chaque pixel avec un temps d'attention identique. Et donc, typiquement, à la fin des années 90, on a eu une proposition par David Lowe, intitulée Scale Invariant Feature Transform, qui vise, pour faire du traitement d'image, qui va être par exemple des panoramas pour recoller des images les unes avec les autres, et bien de non pas chercher de manière dense à ce que l'ensemble des pixels de l'image collent les uns avec les autres, mais extraire des points d'intérêt dans les images et recaler uniquement ces points d'intérêt, comme le ferait un humain quand il va finalement extraire seulement certaines zones de l'image pour répondre à une question. Alors, ce n'est pas juste une analogie que je montre ici sur ce slide, parce que si on lit ce papier de 1999, on trouve, alors qu'on est clairement dans un article de vision par ordinateur, un paragraphe dédié spécifiquement à la connexion avec la vision biologique. Donc on voit bien que cette source d'inspiration, elle est là, dès qu'on va avoir une nouvelle proposition. Si en plus il y a cet aspect de connexion avec la biologie, on va avoir comme un supplément d'âme, quel qu'en soit le coût, le principe de fonctionnement, etc. Alors dans certains domaines, la bioinspiration, avec certaines approches, la bioinspiration fonctionne. On peut saluer l'ensemble des travaux de Simon Thorpe, chercheur qui a fait toute sa carrière au CNRS à Toulouse, avec des intitulés comme ceux qu'on voit ici, Neurosciences et IA, que peut apprendre l'IA de la manière dont le cerveau calcule. Une des expériences fameuses de Simon Thorpe a consisté à soumettre des humains à des images avec un temps d'exposition de plus en plus court, jusqu'au point où la durée d'exposition était tellement petite que les humains n'étaient pas conscients d'avoir reçu de la lumière au fond de leur rétine. Et pourtant, quand on leur posait une question, typiquement, est-ce qu'il y avait un animal ou pas dans l'image que l'on vous a soumis, eh bien, alors qu'ils n'étaient pas conscients d'avoir vu des images, ils répondaient finalement correctement. Ce qui, d'une certaine manière, valide le fait qu'il y a, au moins pour certaines tâches dans notre cerveau, des structures qui font une inférence dans un seul sens, comme ces réseaux de neurones artificiels ici, c'est-à-dire l'information rentre et on a une sortie à la sortie. Il n'y a pas de boucle de rétroaction qui serait liée typiquement à une vision consciente. Alors, on peut dire que les travaux de Thorpe valident les architectures de réseaux de neurones. C'est intéressant de voir que, d'une certaine manière, les choses se sont faites largement indépendamment ou dans un sens, finalement, dans une chronologie inverse. Les réseaux de neurones de type perceptron multicouche existaient avant les travaux de Thorpe et la folie du deep learning n'a pas attendu la validation de Thorpe pour se déployer dans un cadre industriel, mais a posteriori, on peut dire que les travaux de Thorpe valident la bioinspiration ici et montrent qu'il existe sans doute dans notre cerveau humain des tâches pour lesquelles on a une seule passe, on n'a pas cette possibilité de rétroaction ou d'adaptation dynamique pour des tâches essentielles comme la survie, chercher de la nourriture ou savoir s'il faut fuir ou non quand il y a une présence d'une bête sauvage proche de nous. Sans doute des situations dans lesquelles les humains ont été soumis il y a très très longtemps et donc on pourrait avoir amené une évolution qui crée des circuits spécifiques pour ce genre de choses. Donc on le voit, là cette bio-inspiration n'est pas juste un supplément d'âme, elle amène des questionnements supplémentaires et une boucle d'expérimentation qui peut interroger différents champs disciplinaires. Alors, quand on sait d'où on vient aussi et qu'on est éventuellement perdu, on peut revenir à la racine. On voit la trace de cette recherche de la bio-inspiration dans une déclaration de Yann Lequin en 2023. Donc, l'entreprise pour laquelle il travaille n'a pas pris le virage des LLM de manière aussi marquée que d'autres entreprises. Et donc, on voit à ce moment-là Yann Lequin, un des pères fondateurs des réseaux de neurones
convolutionnelle notamment, déclarer le machine learning ça craint, comparé à la manière, ça craint tout court, et puis entre parenthèses, comparé à la manière dont les humains et les animaux apprennent. Et donc on voit, on atteint selon lui un plateau autour de l'apprentissage machine, et donc perdu par rapport à peut-être ce qu'il juge être un cul-de-sac. Il propose de revenir à la racine et donc de revenir à cette inspiration, à cette bio-inspiration, les humains et les machines qui, il le dit ici, ont un sens commun et sont pilotés par des objectifs et non juste par des données qui viendraient en entrée. Alors ces racines, elles vont être poussées même peut-être jusqu'à l'absurde, je pose la question, quand par exemple l'équipe d'Anthropic récemment a fait un papier intitulé On the Biology of a Large Language Model, donc ramenant une notion de biologie sur des architectures qui sont clairement créées non pas à partir d'une inspiration biologique, mais à partir d'une inspiration dans la manière dont nous décodons, enfin de tuyaux plutôt pour analyser des séquences de mots. Et donc, il n'y a absolument pas une fondation biologique dans ces modèles. Donc là, ils sont revisités à la manière d'une biologie. On n'a pas forcément besoin de faire ce retour pour faire cette explication. Et puis, on peut même se demander si ça ne va pas jusqu'au délire dans certains cas. Une des remarques qui est souvent faite quand on compare les performances des humains avec celles des machines, est de dire oui, la machine est moins performante qu'un humain, mais si on avait donné à un humain, dans la période où son cerveau se forme, la même quantité d'informations, alors la machine serait aussi puissante. Et donc, on a quand même des chercheurs qui ont joué ce jeu-là, de mettre des caméras embarquées sur les têtes d'enfants, sans doute consentants, au moins pour les parents, on imagine, et d'enregistrer une quantité de vidéos en continu pendant toute la période de formation à certaines tâches ici, et puis d'entraîner des réseaux de neurones et de comparer les performances des enfants avec les performances des machines. Donc on le voit, cet aspect de comparaison humain-machine est à la racine ou à la fondation de cet apprentissage machine et une source à laquelle chacun se renvoie. Donc le fait qu'il puisse y avoir des confusions aujourd'hui dans le grand public n'est pas un grand public qui ne serait pas éduqué, mais on peut largement dire que la communauté, en tout cas certaines grandes figures de cette communauté largement visible et promue dans le déluge médiatique autour de l'IA aujourd'hui, ont promu cette sorte de confusion entre les deux modes d'apprentissage humain et machine. Voilà, donc même si on est convaincu que ces choses sont radicalement différentes et que la confusion vient de cette communication ou cette source d'inspiration épistémologique de l'informatique par rapport à l'apprentissage machine et cette source d'inspiration chez l'humain, jouons le jeu pour cette intervention et puis regardons différents types d'apprentissage machine et essayons de voir au plus proche de quel type d'apprentissage, de théorie de l'apprentissage chez l'humain, on se rapprocherait. Alors une première méthode d'apprentissage machine, c'est l'apprentissage machine supervisé. Donc il y a une première étape qui va consister à créer des données avec des labels. Donc ça, ce sont des humains qui labellisent, qui créent une vérité terrain associée à des données, par exemple ici des images. Et puis ensuite, on va entraîner une machine à reproduire, à associer finalement les images d'entrée avec les labels qui ont été créés par les humains. Et si cet entraînement est satisfaisant, ben on va pouvoir appliquer cette machine à des données qui n'ont pas été vues par le passé. Alors une analogie avec l'apprentissage humain pourrait être celle du behaviorisme, à la manière du réflexe un petit peu pavlovien. On donne un stimulé à l'entrée et puis on entraîne à ce qu'il y ait une sortie, donc sous la forme un petit peu d'un dressage avec des récompenses éventuellement si ça marche bien. Et donc on sait aussi par exemple que prendre nos amis les chiens sont utilisés dans un certain nombre de situations d'apprentissage. On l'a vu pendant le Covid, à reconnaître des maladies ou reconnaître des drogues ou des éléments illicites dans certains lieux
aux frontières. Et donc l'apprentissage se fait de manière comme ça itérative, un peu à la manière de cet apprentissage supervisé, ici avec des situations volontairement créées sous la forme de de positifs ou de négatifs, sur lesquels l'animal est entraîné. Donc ça correspond d'une certaine manière, il y a une analogie avec cet apprentissage humain-là. Alors un deuxième type d'apprentissage, c'est le curriculum learning, c'est de l'apprentissage supervisé, comme on vient de dire, mais il va y avoir une chronologie dans l'apprentissage. On ne donne pas juste des données en bloc et puis on entraîne en un seul coup, on va donner des jeux de données de manière itérative et avec un ordre de difficulté qui va être contrôlé. Donc on peut aller par exemple de cas les plus faciles aux cas les plus difficiles, ou aux cas des plus difficiles vers les cas les plus faciles. Et alors, dans ce cadre-là, ça peut faire penser, par exemple, en pédagogie ou didactique, à la pyramide de Bloom, qui est une vision de l'apprentissage qui dit que pour bien enseigner, il faut d'abord poser des connaissances, des éléments de compréhension, appliquer, analyser, évaluer, pour, in fine, être capable de faire des tâches les plus de synthèse ou de création. Et donc, ce qui est dit dans cette pyramide de Bloom, c'est qu'on n'atteindra pas le sommet si on n'a pas rempli les tâches dans l'ordre de la base jusqu'au sommet. Donc, on retrouve cette idée d'une progressivité, mais ici, on va vers des éléments de plus en plus conceptuels, alors que dans cet apprentissage de type curriculum, la tâche est tout le temps la même et il n'y a pas une évolution du paradigme de la machine. La tâche informationnelle donnée à la machine est tout le temps la même, quelle que soit la difficulté de l'élément qu'on donne dans la base d'apprentissage. On peut également évoquer, dans le cas de l'apprentissage machine supervisé, l'apprentissage par transfert. L'apprentissage par transfert, on va entraîner un réseau de neurones à réaliser une tâche. Par exemple, je prends des images en entrée et je suis capable de reconnaître une classe dans une base de données. Par exemple, ici, une norme de base de données ImageNet, qui est une base publique. Et puis, qu'est-ce qui se passe si maintenant je veux aussi faire la même tâche informationnelle, par exemple une classification. ImageNet, c'est de la classification, je donne des images de chiens, de chats, et je dois être capable de reconnaître si c'est des chats ou des chiens. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je fais une base sans doute beaucoup plus petite en termes de taille, mais qui finalement s'attaque à la même type de tâches informationnelles? Est-ce que par exemple ce grain de beauté est sain ou pathologique? Donc, on va pouvoir réutiliser l'architecture globale et possiblement initier l'apprentissage en utilisant les poids des synapses du réseau de neurones, afin de fine-tuner, d'ajuster avec des données correspondant au jeu de plus petite taille obtenu. Donc ça permet de réutiliser finalement un peu de l'apprentissage pour attaquer à une autre tâche qui est différente d'un point de vue sémantique, mais qui est identique d'un point de vue informationnel, c'est-à-dire ici une classification, par exemple binaire, si on faisait chien-chat avant, et ensuite pathologique sain. Donc ces approches permettent de réduire la quantité de données à noter pour des petits jeux de données spécifiques ici, en utilisant des jeux de données entraînés sur des grandes bases ici. Alors on pourrait penser à l'analogie chez les humains, mais on voit ici que c'est évidemment très, très différent. On a une généralisation qui est faible. La généralisation avec les machines va marcher si les images sont très proches. On a chez l'humain cette capacité d'analogie qui est immédiate, alors qu'ici, il faut quand même réentraîner. Et puis, on a une capacité d'abstraction chez l'humain qui va comprendre les liens de type paradigmatique entre les structures, alors que là, dans la machine, il n'y a pas de compréhension réelle. C'est nous qui réutilisons d'une certaine manière l'architecture pour dire, voilà, c'est le même type de tâche. Alors, la limite de l'apprentissage supervisé, c'est le coût de travail du clic. Et donc, il existe des méthodes où on essaye de court-circuiter ou de réduire ce temps d'annotation. Par exemple, l'apprentissage non supervisé, où on va essayer de trouver des structures dans les éléments sans avoir de label. Alors, toutefois, cet apprentissage non supervisé, pour pouvoir l'évaluer, on a toujours besoin de label. Donc, en réalité, l'apprentissage non supervisé n'existe pas, au sens où, pour le valider, il y aura à un moment donné besoin d'annotation. Et puis, on a aussi l'apprentissage auto-supervisé, où là, on va entraîner des machines sur des tâches dites prétextes,
Donc par exemple, ici, si je suis intéressé à reconnaître si j'ai des vues urbaines ou des vues naturelles, eh bien, je peux imaginer une tâche prétexte qui consiste à faire un trou dans l'image et à demander à un réseau de neurones de boucher le trou. Et puis ensuite, eh bien, d'entraîner euh, un réseau de neurones à faire une classification spécifique urbain, naturel, dans la tâche qui m'intéresse véritablement. Le fait d'utiliser ce pré-entraînement va permettre de réduire la quantité de données à annoter pour la tâche qui nous intéresse véritablement, parce que le réseau de neurones aura déjà vu, d'une certaine manière, les structures des images d'intérêt. Ici, même si la tâche informationnelle n'était pas la même ici. Alors, plus proche, chez les humains, on peut parler des théories cognitives, qui assimilent l'esprit humain à un ordinateur traitant, stockant, récupérant des informations, qui vont intégrer des informations et des connaissances préexistantes pour mieux apprendre, qui va avoir une sorte d'apprentissage un petit peu actif, où l'individu construit progressivement ses connaissances en ajustant ce schéma cognitif interne. Alors toutefois, on le sait bien, en apprentissage humain, rien ne peut se faire de manière véritablement efficace sans des interactions. Et donc on peut se poser la question des interactions dans l'apprentissage machine. On peut avoir déjà des interactions entre plusieurs machines qui apprennent. C'est l'apprentissage fédéré. On peut avoir plusieurs modèles qui ont été appris, entraînés ou en cours d'entraînement. Et donc, on a ce genre de schéma avec un serveur global qui va échanger des informations dans ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré. L'apprentissage fédéré, ça va être un moyen de faire cet apprentissage sans partager toutes les données, ce qui est un cauchemar d'un point de vue énergétique de partager toutes les données, ou ce qui peut poser des problèmes d'un point de vue un petit peu éthique ou cybersécurité quand on est dans des cas, par exemple, de données sensibles médicales. Et donc, on va avoir des protocoles de partage de poids de synapses qui vont permettre de partager les connaissances sans avoir à centraliser toutes les données et l'apprentissage en un même endroit. Il existe aussi des interactions de l'humain et de la machine dans ce qu'on appelle l'apprentissage actif. C'est un processus qui est utilisé dans le cadre du travail du clic, où on va sélectionner dans l'étape 1 qui consiste à annoter les images, les données, à sélectionner les données à fournir à l'humain qui seront les plus susceptibles de permettre un apprentissage rapide de la machine. Par exemple, sélectionner les cas les plus difficiles sous une hypothèse de qui peut le plus, peut le moins, par exemple. Ça permet de ne pas laisser un humain qui annoterait aveuglément toutes les datas, mais en le couplant avec une machine qui sélectionne les datas les plus pertinentes pour faire converger l'apprentissage de la machine. On peut aussi parler de l'apprentissage par renforcement, où là, c'est la machine elle-même qui est dans un environnement et qui va avoir des récompenses ou des évolutions de son état en fonction d'une action. C'est cette interaction avec son environnement qui va permettre de faire la convergence ici. Et là, donc, par analogie, on peut penser aux interactions dans l'apprentissage humain avec les théories socioculturelles de Vygotsky, de Wenger, Lavey, ici. Ou encore les théories constructivistes et socioconstructivistes de Piaget, Vygotsky, ici. Alors, ce qui va manquer aux machines, on s'en doutait, hein, c'est tout l'aspect émotionnel, affectif, qui n'est pas du tout en jeu dans aucune des méthodes d'apprentissage des machines. Donc, tout ce qui va être théorie humaniste dans l'apprentissage va évidemment trouver aucun écho ici, chez les machines. Et d'ailleurs, ça nous renvoie à la déclaration de Yann Lequin, hein, qui notait, comme je le soulignais tout à l'heure, que ce qui manquait aux humains, ce qui manquait aux machines par rapport aux humains et aux animaux ici, c'était le fait d'avoir des objectifs, d'avoir quelque chose qui pilote pour une motivation intrinsèque pour cet apprentissage. Donc en conclusion, à la faveur de la question qui était posée, hein, je vous ai fourni ici un lexique avancé des types d'apprentissage machine. On a montré qu'il y avait des liens
plus ou moins distant avec l'apprentissage humain si on souhaite vraiment faire des analogies, donc plus distant qu'autre chose, mais on peut évidemment se prêter au jeu de l'analogie. Et puis, bien sûr, cette comparaison n'était pas exhaustive. D'autres aspects pourraient être inclus, comme la mémoire à court terme et à long terme qui existe dans l'apprentissage machine et qu'on retrouve dans les aspects cognitifs chez les humains, ou encore les modèles de raisonnement qui utilisent un mot qui renvoie, qui nourrit encore cette bio-inspiration, même si on a montré que eh bien, ça pouvait être une inspiration pour les chercheurs, mais qu'elle ne devait pas générer une confusion dans le grand public, comme on le voit peut-être actuellement. Donc les inspirations historiques de l'informatique sont à prendre avec précaution, notamment quand elles produisent chez le grand public des confusions. Le machine learning, est-ce une folie? Est-ce une révolution? Force est de constater qu'il y a évidemment des effets de mode dans les sciences, qu'on est dans une vague dans laquelle il y a une part d'écume. Et donc, les scientifiques ne sont pas exclus de cette écume. Et donc, il pourrait être intéressant de revisiter, à l'heure de l'intelligence artificielle, des approches critiques comme celle de Alain Sokal et Jean Bricmont dans les fameuses impostures intellectuelles, qui dénonçaient la manière avec laquelle une inspiration scientifique nourrissait un grand épistémologue comme Gaston Bachelard quand il fait la psychanalyse du feu, donc à l'heure de la révolution freudienne, on peut dire. Donc on peut tout à fait critiquer la thermodynamique sans passer par le prisme de la psychanalyse, ou encore les débats Bergson-Einstein sur le temps. On peut tout à fait parler du temps dans un cadre philosophique sans forcément utiliser la théorie de la relativité, et une approche critique de la manière dont ces bio-inspirations sont utilisées dans un cadre peut-être un petit peu excessif pourrait être intéressant. Merci pour votre profonde attention humaine.